Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 187, et aujourd'hui, je vous fais un petit retour suite à mon break-up avec les réseaux sociaux. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Les ambitieuses, j'espère que vous allez bien. Long time no see, ça fait quand même, j'ai pas vérifié, mais je dirais plusieurs mois que j'ai pas interagi, je suis pas venue faire un podcast, je suis en train de faire ce live sur Instagram et vous allez voir pourquoi c'est intéressant que je décide d'utiliser cette plateforme pour parler du sujet que j'ai choisi aujourd'hui, qui parle de mon break-up avec les réseaux sociaux et qu'est-ce que j'ai réalisé dans les derniers mois par rapport à ma présence en ligne, par rapport à mon contenu. Donc, la première chose que je voulais peut-être annoncer ici avec tout le monde publiquement, c'est que mon podcast L'Ambition au féminin, le podcast que vous êtes probablement en train d'écouter en ce moment, je vais y mettre fin. Je suis quelqu'un qui valorise beaucoup les chiffres ronds et donc je voulais me rendre à l'épisode 200 et en même temps je me suis dit il y a une transition qui doit se faire parce que je suis en train de lancer un nouveau podcast qui va s'appeler L'Entremonde et qui va traiter de comment est-ce qu'on existe et on prospère sur le web. Comment est-ce qu'on peut utiliser justement l'infosphère, ce lieu où on va créer des marques, des brands, des personnalités, oui, des présences en ligne. Comment on fait pour être là et pas se perdre nous-mêmes? Parce que vous allez voir, c'est beaucoup dans les réflexions que j'ai suite à mon break-up avec les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce que ça dit sur moi, qu'est-ce que ça dit sur mon interaction avec le monde virtuel et avec les communautés virtuelles que je crée aussi et qui font partie de mon quotidien, qui font partie de ce qui me permet d'avoir une entreprise en ligne, ce qui me permet de développer ma notoriété, ce qui me permet aussi de vivre dans un monde alternatif qui n'est pas le marché du travail traditionnel, qui n'est pas bref, hein, de tout ce que vous savez que le web nous permet de faire qu'on peut pas faire dans un contexte plus traditionnel. Donc peut-être la première chose que je veux dire, c'est que je suis une créatrice de contenu, puis c'est un terme quand même intéressant à utiliser. Est-ce que je suis une créatrice de contenu? Est-ce que je suis une entrepreneuse? Est-ce que je suis une philosophe ou quelqu'un qui est juste présente ici sur les réseaux? Moi, j'ai toujours utilisé le terme créatrice de contenu parce que pour moi, c'était vraiment clair que j'utilise le contenu comme outil marketing. Donc, je crée du contenu sur le web pour transmettre mon expertise, mais aussi pour vendre mes programmes, pour vendre des formations, pour démontrer quel service je veux amener. Donc, je utilise la création de contenu, donc l'écriture, la production de vidéos, les podcasts, etc., dans un modèle économique. Puis je pense que c'est important qu'on commence avec ces définitions-là, parce que souvent, on se dit « Ok, mais je veux pas être une créatrice de contenu avant tout. » Ce qui est normal, c'est juste qu'on utilise la création de contenu pour faire notre marketing, pour se promouvoir. Donc moi, ça fait plus de 10 ans que je crée du contenu sur le web. Hein. Au début, ça a commencé avec un blog, ça a été mon tremplin, j'ai eu des groupes Facebook, j'ai été sur toutes les plateformes, incluant celles qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, j'ai un grand intérêt à comprendre comment ces plateformes fonctionnent, mais aussi comment est-ce qu'on connecte avec d'autres humains à travers ces espaces virtuels qui, pour des personnes comme moi, qui sont neurodivergentes, qui sont introverties, qui ont des façons différentes d'interagir avec les gens, ça nous offre quand même des belles possibilités, des belles opportunités
de se faire voir, de se faire connaître, de se faire reconnaître, de se faire respecter, de se faire rémunérer dans des espaces alternatifs qui ne suivent pas nécessairement tous les codes des espaces hors ligne auxquels parfois on n'est pas nécessairement en accord ou qui sont plus difficiles pour nous. Puis là, je pense notamment à des personnes qui vivent avec de l'autisme ou, tu sais, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que la création de contenu, c'est pas quelque chose qui m'a fait peur dans la vie, que j'ai eu de la difficulté à faire. Ceci dit, dans la dernière année, j'ai senti un trop-plein. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me drainait, qu'il y avait quelque chose où j'avais pu le plaisir, la confiance, l'aisance que j'avais jadis, et j'ai commencé à me poser des sérieuses questions parce que, comme je viens de l'expliquer, c'est quand même le cœur de mon activité, c'est le cœur de ce que j'enseigne, c'est comme ça aussi que j'ai pu développer une expertise qui m'a fait passer de quelqu'un qui avait des études là, qui s'en allaient dans le milieu académique. Puis là, finalement, genre, j'ai réussi à transformer ça en quelque chose de lucratif, en une entreprise et tout ça. Donc, c'est sûr que quand j'ai commencé à ressentir le trop-plein au niveau de la création de contenu ou des réseaux sociaux, je me suis posé la question, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient des réseaux sociaux eux-mêmes? Est-ce que c'est des changements? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Puis comment est-ce que je vais faire pour transiger avec ça? Comment est-ce que je vais faire pour amener ça avec moi dans mon quotidien? Puis c'était pas une question que j'avais plus de choses à dire, mais une des grandes réflexions, puis si vous suivez mon infolettre, vous avez peut-être vu ça passer, c'était c'est quoi la place du marketing de contenu aujourd'hui? Avec les changements qu'il y a, notamment les contenus de l'IA qui sont selon moi, qui polluent notre existence ici sur le web, qui sont tous pareils, qui fait baisser la qualité d'interaction, où on doute davantage de l'authenticité des personnes qui émettent les messages. Tu sais, ça crée beaucoup de confusion, les contenus IA. La répétition constante de certains messages, hein, on voit encore et encore et encore les mêmes conversations. Donc, cette répétition-là, tu sais, c'est sûr que ça fatigue, ça manque de profondeur, ça manque d'originalité, puis on se rend compte qu'on a l'impression que ce qui est récompensé, entre guillemets, c'est justement de juste surfer sur les vagues, surfer sur les trends, rester dans la superficialité, puis jamais vraiment entrer en profondeur. Puis pour certaines personnes, comme moi, comme la majorité de mes clientes, de pas être capable de jamais entrer en profondeur, puis de toujours être dans cette superficialité où il y a énormément de bruit, énormément de volume, énormément de pollution informationnelle, c'est problématique, hein? Puis ça peut même générer une certaine anxiété. Donc, ça m'a mené à un genre de désenchantement des espaces en ligne que j'ai investi, hein, sur LinkedIn. J'ai eu une pratique où je publiais 3 fois semaine pendant 4 ou 5 ans, mon blog hebdomadaire, mon podcast hebdomadaire, des choses que c'est pas une question de discipline, c'est vraiment que là, soudainement, il y avait ces nouvelles stimuli, ces nouveaux stimuli qui avaient augmenté, on dirait, la charge cognitive d'exister dans ces espaces-là. Et donc, ça m'a ouvert vraiment cette grande question, c'est quoi le futur du marketing de contenu? Est-ce que j'ai encore un rôle de l'enseigner, de le transmettre? Est-ce que c'est encore une valeur, entre guillemets, ou c'est quelque chose que je veux encourager, sachant que ça a eu, même pour moi qui est là depuis longtemps puis qui a beaucoup de stratagèmes pour se protéger, quand même un effet psychologique notoire. Et cet effet psychologique, bon, puis c'est sûr, bon, il y a des choses qui se passaient dans ma vie à ce moment-là, il y a plein d'autres facteurs, je dis pas juste que c'est une question des réseaux sociaux ou des changements d'algorithmes ou des choses comme ça, mais il y a eu un effet psychologique réel et j'ai commencé à me poser des questions notamment sur ben justement, c'est quoi la place de l'IA dans la création de contenu? Est-ce que moi, je veux l'utiliser? Est-ce que j'encouragerais mes clients à l'utiliser? Est-ce que ça fait partie de cette évolution du contenu? Et si oui, comment? D'autres questions, comment est-ce qu'on peut encore se démarquer avec le contenu quand il y a tellement de volume et la confiance
est beaucoup plus fragile à cause justement de l'IA qui amène une pollution, un manque d'authenticité, hein, ces réplications, des photocopies de photocopies de photocopies, qu'on se dit, il est où l'original? Et d'autres choses, est-ce qu'on doit absolument suivre les trends? Les trends et mendier les miettes de visibilité. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime pas mendier dans la vie, genre jamais. Et donc, cette impression de devoir mendier de la visibilité, c'était quelque chose que j'ai vu qui était qu'on retrouvait souvent chez d'autres personnes qui commentaient sur la baisse du reach, la baisse de la portée, la baisse de la visibilité de leurs publications, alors que ça faisait elles aussi des années qu'elles investissaient leurs espaces. Fait que tu sais, c'est soudainement ces plateformes qui sont politiques aussi, elles ont leurs propres intérêts à cœur, leurs propres intérêts économiques, comme Meta, comme Microsoft, tu sais, toutes ces choses-là. Ben c'est sûr qu'on se pose la question, est-ce que ils travaillent, est-ce que j'ai encore un avantage à être là ou je fais juste me faire exploiter? Vous allez voir dans dans le prochain épisode, on va parler de l'exploitation à travers le contenu, puis comment c'est un cas réel que les réseaux sociaux exploitent notre créativité, exploitent notre attention et toutes ces choses-là. Donc, il faut faire attention aussi à parler des bonnes choses au bon moment, mais on va parler de ça. Donc, est-ce qu'on doit mendier ces miettes de visibilité et finalement notre santé mentale dans tout ça? C'est prouvé que les réseaux sociaux vont augmenter l'anxiété de ceux qui les utilisent. Vous le savez, ça fonctionne sur notre dopamine, ça fonctionne au niveau hormonal, notre façon de vouloir aller chercher les likes, de vouloir scroller davantage. TikTok, c'est probablement la pire plateforme par rapport à ça, mais il y a des rapports qui sortent constamment pour montrer qu'il y a des effets réels et intentionnels sur notre cerveau, sur notre façon aussi d'interagir avec les autres, sur notre façon de se lier à la réalité, à l'information et aux communautés. Et ça, ben, ça peut mener à de la détresse psychologique et ça reste quand même un danger dont j'espère on va parler de plus en plus, la déconnexion, faire des pauses avec les écrans, tu sais, des choses comme ça. Nous, on a été plongés là-dedans hein, quand Facebook est arrivé. Y a personne qui parlait genre des dangers de passer du temps là-dessus, mais plus ça avance, plus on voit que c'est dangereux. Et ça, c'est sans compter les chambres à écho, ça, c'est sans compter les fake news, blablabla. Hein, je vous apprends rien là-dedans. Donc pour moi, toute cette charge-là, c'était quand même quelque chose que je devais prendre en considération vu que c'est ma matière première, le contenu. Et donc, lors de mon retrait volontaire, qui a duré plus ou moins un certain temps, j'ai comme été un tout petit peu sur LinkedIn, je regardais quand même ce qui se passait, voir s'il y avait des messages ici, mais je pense que ça fait plus de 3 mois que j'ai pas publié un carrousel, ou tu sais, genre j'étais pas nécessairement dans les stories ou des choses comme ça. J'ai quand même réalisé plusieurs choses, et c'est ça que je voulais partager ici. Donc, tu sais, premièrement, je veux juste dire, hein, c'est pas un cours que je vous donne, c'est vraiment un partage d'expérience et un partage de réflexion. Et moi, je suis quelqu'un qui doit vivre et expérimenter avant de pouvoir transmettre, donc j'avais besoin d'un moment de digestion aussi de ça pour pouvoir transmettre qu'est-ce que ça voulait dire pour moi de pas être présente sur les réseaux sociaux et comment j'ai compris là où j'ai peut-être aussi laissé aller mon pouvoir d'une façon que je pouvais récupérer hein, par la suite. Puis vraiment, je le vois, j'ai vraiment écrit un break-up des réseaux sociaux parce que pour moi, c'est quasiment comme quand on se détoxifie on est dans une relation avec quelqu'un, puis là, on les laisse au début, genre, on a une certaine vision de l'histoire qu'on a vécue. Avec le temps, cette histoire-là s'affine, on voit avec un peu plus de clarté là où on avait nos propres traumas qui interagissaient, là où on avait nos propres façons de réagir que peut-être on aurait fait différemment. Qu'est-ce qu'on veut apprendre, dans le fond, de cette relation-là pour la suite? Fait que vous allez voir, il y a des petits parallèles à faire quand même. Donc, je suis contente d'avoir cette expérience aussi parce que ça me rapproche aussi de
Tu sais, je disais au début que moi, j'ai jamais eu de difficulté à créer du contenu, à être présente sur le web, mais je sais que beaucoup de mes clientes vivent avec ça aussi. Hein, de personnes qui travaillent avec moi qui disent comme je veux partager, j'ai des choses à partager, mais je bloque, j'ai ces certaines résistances. Puis j'ai l'impression que cette expérience pour moi a mis en lumière avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus d'empathie certaines résistances que je sais qui existent aussi dans l'expérience de beaucoup de personnes avec qui je travaille, notamment qui ont des inconforts avec le marketing, la création de contenu ou ne serait-ce leur présence sur les espaces web. Donc, la première chose que j'ai réalisée, c'est que euh, les réseaux sociaux capitalisent sur la chose qu'on préfère le plus au monde, qui est nous-mêmes. Puis là, je trouve ça drôle parce que je parle de ça devant la caméra et donc je me vois en train de parler. Je regarde mon visage qui me parle à moi-même. Et si vous écoutez aussi Black Mirror, c'est sur une série sur Netflix, mais avant d'être sur Netflix, c'était une série de la BBC, je pense. C'était une série britannique. Et je me rappelle les premiers épisodes de Black Mirror, j'étais comme, oh wow, c'est tellement vrai. Nos écrans, c'est comme des miroirs. Ils nous reflètent ce qu'on est à l'intérieur de nous. Et cette pause des réseaux sociaux ou mon expérience d'être sur les réseaux sociaux, puis peut-être l'angoisse d'être là-dessus, c'est que effectivement, les réseaux sociaux sont constamment en train de nous renvoyer un miroir de nous-mêmes. Et ça, veut pas, c'est assez déstabilisant parce que, premièrement, ben, ça crée une isolation psychologique. Hein? On est constamment en communication avec nous, on lit nos mots, on voit nos images, on voit nos brands, on voit qu'est-ce qu'on crée qui nous représente nous. Donc, on est constamment dans ce dialogue avec notre image. Et ce que ça peut faire si on s'en rend pas nécessairement compte ou si on n'est pas capable de gérer les parties, parce qu'on va voir les choses qu'on aime, mais on va aussi voir les choses qu'on n'aime pas, de se régulariser à travers ça, puis de vraiment être très consciente de ce qui se passe avec ça, c'est qu'on va peut-être se replier sur nous-mêmes, on va perdre l'interaction avec les autres, hein, une interaction authentique. On va être focusé aussi sur notre besoin de validation, les fameux likes. Qu'est-ce que c'est? C'est comme, oh, tu viens genre de donner une partie de ton cerveau, voici une récompense. Ah, oh, tu as donné une partie de ton cerveau qu'on aime moins, voici moins de récompense. Et là, on est dans ce dialogue narcissique avec nous-mêmes. Et au lieu de devenir des espaces de communication, ça devient littéralement des miroirs. Et ça peut être assez angoissant. Puis c'est drôle parce que avant, quand j'étais dans le milieu académique, mon sujet de recherche c'était les miroirs justement, puis les doubles, puis comment dans le texte on se représente nous-mêmes. Bref. Et donc, au lieu des espaces de communication, c'est devenu des miroirs et on se perd dans ce regard-là qu'on a sur soi. Et ça peut nous rendre, ça peut nous rendre fous là, jusqu'à un certain point parce que c'est comme, OK, là, je perds mes repères. Il y a tellement de bruit que de toute façon, je suis là avec moi-même en train de me parler. Et il y a plein de choses que je vois là-dedans que j'aime pas de moi. Je vois mes désirs qui sont constamment reflétés, en mes envies qui sont constamment reflétées à travers mon fil Instagram, à travers les personnes que je suis, qui me montrent mes aspirations que j'ai pas encore atteintes. Je suis constamment en train de voir mes peurs. Donc, tu sais, moi, une des choses qui m'a beaucoup affectée, c'est naturellement tout ce qui est autour de Gaza, autour de la Palestine, du génocide et des choses comme ça. Puis j'ai réalisé que j'étais comme, OK, wow, même moi qui me croyais quand même assez forte pour pouvoir transmettre ces messages-là, j'ai peur d'ouvrir mon scroll puis de voir ces images. Puis j'avais déjà fait des publications pour dire OK, mais là, let's go, là, on est safe, là. Nous, on est dans des pays qui sont pas en guerre et des choses comme ça. Fait qu'on devrait être en mesure au moins d'être témoin de ces choses-là. Mais c'est sûr que quand j'écoutais mon corps, je ressentais
cette angoisse-là de dire, OK, est-ce que je vais scroller vers quelque chose sur lequel je m'attendais pas nécessairement, puis qui va me créer comme un micro-trauma, là. Fait que voilà, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de pertes de repères, beaucoup de cette comme réflexion sur soi. Puis ça, ben, c'est intéressant à quand même prendre un pas de recul puis se dire, mais c'est exactement là-dessus que les réseaux sociaux capitalisent. Parce que en vente puis en marketing, une des choses qu'on se répète tout le temps, c'est le client, ce qu'il aime le plus, ce dont il aime le plus parler, c'est de lui-même. Fait que c'est vers ça qu'on doit amener nos messages. Et c'est ça qu'on se fait servir nous-mêmes à travers nos interactions dans les réseaux sociaux. Deuxième réalisation que j'ai vue, c'est que quand on est hyper conscient de soi comme ça, c'est normal qu'on ait peur de la visibilité. Parce que dans la visibilité, on est confronté à notre, tu sais, tantôt je parlais du génocide, mais notre sentiment de culpabilité, de pas en faire assez, notre paralysie, notre colère, nos envies. Et même si on est des personnes quand même ultra zen, ça reste énormément de stimulation émotionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est surstimulé? On va bien souvent se dissocier. Et c'est pour ça que notre réflexe aussi, c'est de dire, OK, mais je vais laisser l'IA écrire pour moi. Hein? Je vais aller chercher une personne à qui je vais déléguer mon contenu, qui va savoir écrire les bonnes choses avec l'algorithme, avec toutes ces choses-là. Donc, notre dissociation nous amène à aller chercher ces outils d'automatisation. Et donc, qu'est-ce qu'on a maintenant sur les réseaux sociaux? Des IA qui parlent à des IA, des personnes qui sont des représentants plus ou moins réels de nous, tu sais, des avatars qui ne sont pas exactement associés à nous parce qu'on n'est juste pas capable de rester dans ces espaces-là. Puis c'est pour ça que éventuellement, ben, cette dissociation, on l'intègre dans nos entreprises. On l'associe à nos entreprises et ça nous empêche d'y être, de s'y représenter avec intention et conscience. On commence à douter de nous parce qu'on nous dit qu'il faut faire X, Y, Z pour se démarquer, qu'il faut suivre les trends, que l'algorithme a encore changé, on fait des vidéos, on fait pas de vidéos, les carousels ont plus de likes, nanani, nanana, puis là on se ramasse avec un tas de règles à suivre, ne serait-ce que pour, entre guillemets, exister sur le web, et que si on ne suit pas ces règles, c'est tout comme si on n'existait pour personne d'autre que nous-mêmes. Ça, c'est extrêmement anxiolytique, du moins dans mon expérience à moi, là. Donc, l'idée qu'on se fait, c'est qu'on doit performer. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi. Puis encore une fois, si on prend la réflexion sur le break-up, quand on est dans une relation, puis qu'on a l'impression qu'on doit performer pour l'image que l'autre se fait de nous, parce que sinon, il nous aime pas pour qui on est, il nous aime pour la personne que il pense qu'on est. Hein, tu sais, ah, mais moi, j'aime pas quand tu mets tes cheveux comme ça, ou j'aime pas quand tu t'habilles comme ça, ou que tu parles comme ça. Puis là, finalement, on se ramasse à performer quelque chose qui est loin de nous, mais qu'on a l'impression qu'on doit faire pour se faire reconnaître, pour se faire aimer, pour se faire accepter, puis des choses comme ça. Donc là, on commence à douter de, ouais, mais moi, est-ce que je suis aimable dans l'espace des réseaux sociaux? Est-ce que je suis reconnaissable? Est-ce que j'ai de la valeur et des choses comme ça? Et donc, on se met à performer comme des automates. Et c'est là que, naturellement, ben, si vous êtes comme moi, hein, moi, si on me dit de performer comme un automate, immédiatement, il y a une résistance en moi qui dit comme, yo, fuck that. Genre, c'est pas... je me suis pas lancée en entreprise, j'ai pas comme créé des brands à mon image pour faire exactement comme tout le monde me dit de faire parce que sinon je vais pas réussir ou je vais pas faire X, Y, Z. Tu sais, dans ce cas-là, je vais aller dans une job corpo, je vais mettre mon veston cravate, je vais aller comme grimper les échelons de la façon dont on me dit de grimper les échelons, tu sais. Genre, c'est quoi tu sais, pour des personnes créatives de devoir performer comme ça, c'est absolument impensable. Donc, ça fait émerger une résistance qu'on a à l'intérieur de nous, puis moi j'appelle ça la dissidence. C'est pour ça que mon infolette s'appelle les dissidentes, c'est que on refuse de performer quelque chose qui n'est pas vrai, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres.
Et là, la problématique, hein, le double bind, la double contrainte, c'est que d'un côté, on nous dit, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu performes ainsi, mais si tu veux être intègre, tu vas refuser la performativité, tu vas rester authentique. Et c'est dans cet espace-là que, pour moi, la question est intéressante de dire comment est-ce on existe et on prospère sur le web en restant proche de qui on est, en restant proche de nos valeurs, sans se dissocier constamment pour simplement donner à l'algorithme, à la bête, aux réseaux sociaux, à l'attention fragmentée des gens, des bribes de nous qui finalement nous font nous perdre à nous-mêmes, nous amènent à perdre tous nos repères de qui on est, puis de ce qu'on veut, puis des choses comme ça. Puis ça a été mon expérience de me perdre, et encore une fois, je pense que si vous avez déjà eu des relations amoureuses comme ça, où vous avez l'impression, genre, je me reconnais plus dans cette relation-là, je sais plus qui je suis, j'ai l'impression que je suis, tu sais, je suis pas moi, ben c'est exactement le même feeling que moi je commençais à avoir, puis que j'ai l'impression que plusieurs personnes probablement ressentent. Puis là, ils vont aller poser des questions à l'IA. Ben, dis-moi qui je suis, dis-moi comment je devrais parler, dis-moi quelle est ma voix, dis-moi, tu sais, redonne-moi la confiance dans mon existence. Puis là, c'est là que ça m'amène à revenir justement ici pour en parler, parce que l'antidote, selon moi, puis là où j'en suis arrêtée, parce que à quelque part, tu sais, mon entreprise existe sur le web, genre, puis je pense que le web a beaucoup à nous offrir, c'est que on donne trop de pouvoir aux réseaux sociaux. On donne trop de pouvoir à ces dynamiques-là qu'on a l'impression desquelles on peut pas sortir, comme dans une relation abusive, qu'on se dit, mais au moins lui me voit, au moins moi je me vois, j'ai une bribe d'existence, mais la, la, la prochaine étape, dans le fond, notre prochaine étape pour pouvoir bien exister et prospérer et que ça n'ait pas un effet sur notre santé mentale, c'est de retrouver constamment notre ancrage, ce que j'appelle souvent notre positionnement, et être particulièrement intentionnel avec nos ressources de temps, nos ressources d'attention et nos ressources de créativité. Puis ça, on nous l'a pas appris. Hein, à l'école, on nous l'a pas appris. Hein, c'est très expérimental. Souvent, on va essayer des choses, on va changer des choses, on va voir qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, mais on se ramasse souvent dans les mêmes cycles hein, traumatisants, qui font comme, OK, j'ai encore mis les pieds dans un semi-burnout à cause de mon contenu, à cause de mon marketing, à cause de mon business, à cause, tu sais, puis à l'intérieur de nous, ben, il y a cette anxiété qui perdure. Donc, moi, mon invitation, puis là, sur quoi je travaille, puis encore une fois, je pense que c'est un peu ça, hein, c'est comme de dire, OK, ben là, j'ai eu une mauvaise relation avec un homme, tous les hommes sont gros X sur les hommes, tu sais, c'est pas ça que je dis. Même chose avec les réseaux sociaux, hein, j'ai eu une mauvaise relation à être sur les réseaux sociaux, gros X sur les réseaux sociaux, ce qui a été mon réflexe dans la dernière année. Mais la prochaine étape, c'est de voir les réseaux sociaux comme un espace neutre. Donc là, c'est le premier élément de détoxification, c'est comment est-ce que mes réseaux, comment est-ce que mes plateformes peuvent être des espaces neutres, comment est-ce que je peux retirer du pouvoir que je leur ai donné, et comment est-ce que je peux redistribuer ce pouvoir dans les choses qui sont réellement importantes dans ma vie, que moi, je décide, intentionnellement. Y compris, par exemple, puis là je donne un exemple, mais pour moi c'est important d'avoir une pratique d'écriture, puis de continuer des réflexions comme ça, de continuer la maîtrise de mon expertise, de continuer à réfléchir à des questions plus existentielles, et donc mon infolettre, j'ai toujours continué à l'écrire, j'ai continué à écrire des contenus longs et des choses comme ça, donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi. Maintenant, la communauté, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et les réseaux sociaux, c'était une place où je développais des communautés, mais c'est pas la seule. Donc, comment est-ce que je crée des espaces à travers lesquels cette partie-là, où est-ce que je me sens ancrée, où est-ce que je me sens moi, où est-ce que je peux être en interaction avec les autres et pas juste avec moi-même, blablabla et blablabla. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre les réseaux sociaux des espaces neutres? Et
éventuellement pour être capable après ça de mieux gérer nos ressources temps, créativité et attention. Donc, ce que je veux faire dans les prochaines... Là, ça, c'est plus comme une introduction conceptuelle, je dirais. Ce que je veux faire dans les prochains épisodes, c'est de parler de ces problématiques-là, de parler de ces réflexions-là, notamment autour de est-ce que le marketing de contenu est mort? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on peut réussir? Est-ce que c'est vraiment possible de réussir sans les réseaux sociaux, si c'est notre choix? On va parler aussi de cette exploitation dont j'ai parlé là, autour du contenu, autour de notre présence sur les réseaux sociaux, puis de leur caractère extractif et comment s'en protéger. Tu sais, des questions comme ça autour du contenu. Et comme je dis, ça va mettre la table à la transition entre le podcast L'Ambition au féminin, dans lequel je développais beaucoup plus les notions de réussite personnelle et professionnelle et des modèles alternatifs de réussite, et passer un petit peu plus spécifiquement sur, pour celles qui veulent exister et prospérer sur le web, ça va être quoi nos outils, sur quoi on va bâtir, ça va être quoi nos compétences qu'on va développer, qu'est-ce qu'on va aussi, comment est-ce qu'on va mesurer cette fameuse prospérité, comment est-ce qu'on va s'assurer de se protéger dans ces espaces-là, qui sont pas nécessairement, encore une fois, si on les regarde comme des espaces neutres, c'est pas nécessairement que, tu sais, tous les hommes sont dangereux, mais il y a du potentiel de danger et on veut s'assurer de pouvoir reconnaître quand il y en a, pouvoir se protéger quand on en a besoin et pouvoir choisir les bonnes opportunités pour nous. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vais juste laisser une note disant que si vous êtes intéressé à rejoindre mon programme Infosfera, les portes sont ouvertes en ce moment. L'objectif, c'est justement genre de créer plus de clients qualifiés avec moins d'énergie marketing. Donc, comment est-ce qu'on fait pour utiliser le contenu organique pour envoyer les bons messages, la bonne fréquence à la bonne audience et sans nécessairement faire de soi des créateurs de contenu full-time qui passent leur vie sur le net et sur les réseaux sociaux. Alright? Donc, merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette conversation. À bientôt! Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple, navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.